Je vais donc donner la parole, si elle veut bien, à Mylène Bockott-Boom, si elle veut bien, pour nous parler de la promotion des capacités des populations vulnérables. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. Je vous remercie pour toutes les interventions de ce matin. Je remercie Emmanuel Hirsch pour son invitation et son amitié longue et durable. Et je remercie Alain Cordier pour cette superbe intervention très lévinassienne qui me met en condition. Voilà. Mais il semble que je parle d'autre chose aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé par rapport à la déclaration d'Helsinki, c'est de voir l'évolution de cette déclaration depuis la version 2000 à Édimbourg jusqu'à la dernière version brésilienne, car ces différentes modifications comportent énormément d'enjeux biopolitiques qui dépassent, si vous voulez, l'éthique des principes que nous avons évoqués aujourd'hui. Alors, quels sont ces défis éthiques? Est-ce que ça fonctionne? Non, je ne sais pas. Voilà. L'enjeu premier en ce qui me concerne, parce que précisément en l'an 2000, je travaillais avec Kinshasa, le Congo, la création d'un comité d'éthique au Congo. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir à ce moment-là l'introduction de bioéthiciens des pays émergents dans un débat qui, en 2000, remettait en question l'universalisme de la déclaration d'Helsinki. Le NIH, en l'an 2000, disait eh bien, l'universalisme des principes, c'est une philosophie européenne, ça ne nous concerne pas. Nous devons défendre un relativisme des principes, car le relativisme des principes, c'est respecter anthropologiquement les pays vers lesquels nous exportons notre recherche. Ce qui était un argument d'un cynisme terrible et qui a été mis en lumière essentiellement justement par des bioéthiciens de pays émergents qui ont montré que ces versions successives visaient précisément à réduire l'obligation et la responsabilité envers autrui à travers ces différentes versions. Et que eux, précisément, revendiquaient la promesse de l'universalisme, surtout à une époque postcoloniale où ils pouvaient bénéficier de cette inclusion dans l'universalisme. Donc, ce qui m'a semblé important, c'est bien sûr la déclaration d'Helsinki fonde les principes de la recherche aujourd'hui en Europe. Elle est fondée sur une histoire, mais cette histoire n'a pas pris la mesure de l'inclusion. Et il me semble qu'aujourd'hui, où nous sommes dans un contexte de recherche multicentrique, il faut être extrêmement prudent dans la lecture d'une déclaration qui, bien sûr, a été écrite par des médecins, mais aussi par des juristes, qui ont l'obligation, si vous voulez, à travers un discours du consensus, de dire une chose et parfois son contraire quand vous lisez l'article suivant. Donc, il m'a semblé important de rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de droit médical, qu'il ne s'agit pas seulement de morale, mais de contexte de soins et surtout d'évolution des techniques, parce que nous exportons aussi nos biotechnologies vers le Sud, dans des contextes qui ne sont pas prêts à les accueillir et qui, précisément, rendent le concept de vulnérabilité problématique, parce que la vulnérabilité n'est pas un destin, et si elle n'est pas un destin, elle est une condition biopolitique qui a une histoire et qui peut donc évoluer. Il m'a semblé important donc de réfléchir à comment la déclaration d'Helsinki de l'an 2000 a réussi, avec un brio assez extraordinaire, à inclure la dimension de justice globale, donc à élargir les principes d'universalité, à prendre en considération le fait que l'exportation de la recherche nous forçait à repenser le contexte de la pauvreté et d'inégalité d'accès aux soins où se faisait la recherche dans les pays hôtes. Ce qui forme bien sûr un défi à nos concepts bioéthiques qui sont basés
sur des valeurs scientifiques, c'est-à-dire une espèce de neutralisation des valeurs, mais associée depuis 1964 d'une tension, je dirais, libérale face aux intérêts de la recherche. Donc notre défi, c'est de maintenir cet universalisme. Et les conditions du maintien de cet universalisme exigent la contextualisation de nos principes, c'est-à-dire une mise à l'épreuve de ces principes. Il reste à impliquer des sujets, et le fait, comme on l'a dit ce matin brillamment, on ne peut pas séparer la science de l'éthique. Il est même une des conditions de la qualité scientifique de la recherche qu'elle prenne en considération le contexte éthique, politique et économique de la recherche. Et privilégier les intérêts du patient face aux intérêts de la recherche, ça a déjà été l'objet de la modification du Code de Nuremberg à la déclaration d'Helsinki en 1964. Parce que les chercheurs disaient il n'est pas possible de concilier ce primat de l'intérêt du patient, il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre entre risques et bénéfices pour la recherche et les patients. Et c'est le principe de consentement éclairé qui est venu en deuxième position quand même dans la version 64, qui nous permettra de maintenir cet équilibre. Et cet équilibre exige une relecture permanente de nos principes en contexte. Alors comment motiver l'engagement envers autrui quand on fait de la recherche qui aujourd'hui ne peut être qu'une recherche multicentrique? Dans les projets européens, nous avons des projets avec des partenaires roumains, des partenaires africains, des partenaires indiens. La régulation de la recherche peut-elle alors oblitérer la question de la justice en termes d'accès aux soins? Est-ce qu'on peut faire comme s'il y avait une égalité d'accès aux soins pour tous lorsque nous défendons ces principes? Comment alors développer un modèle de co-responsabilité entre les chercheurs et les participants à la recherche, ce qui est développé dans les articles 29 et 30, mais qui me semble une régression dans la version 2013 par rapport à la version 2000, parce qu'on a essayé de faire des consensus entre la possibilité d'étendre cette recherche et de répondre à une demande des chercheurs et des patients locaux d'avoir un accès aux soins après le protocole de recherche. Donc comment constituer une théorie normative à prétention universelle, parce que l'éthique aussi est une théorie normative, il faut résister au pseudo-dilemme éthique selon lequel soit on est vulnérable, soit on est autonome, parce que comme l'a très bien expliqué Alain Cordier, nous sommes ontologiquement vulnérables et l'horizon éthique est la promotion de l'autonomie au niveau universel. Mais selon les relativistes, je ne veux pas les nommer, mais enfin essentiellement le NIH, qui a quand même les clés de ce débat, l'attitude principaliste trop orthodoxe face à l'accès universel aux soins mènerait à refuser les études avec placebo, par exemple, en provoquant, nous disait-on, la mort d'enfants, puisque ça priverait 50% d'entre eux de la seule chance éventuelle de guérir. Et on a beaucoup joué dans les pays du Sud sur la confusion entre recherche et soins. La plupart des mères qui amènent leurs enfants en soins sont persuadées qu'ils vont recevoir des soins et que c'est le seul lieu où ils peuvent rencontrer un médecin. Donc, cet argument est évidemment fallacieux, car ce n'est pas le principe de standard de soins universel qui fait mourir les enfants, bien sûr, mais c'est le fait que ce principe n'est pas accompagné de l'obligation de soins en contexte. C'est-à-dire, si aujourd'hui on fait une recherche en France, on sait qu'il y a un système de sécurité sociale qui fait que s'il y a un problème, s'il y a un risque qui dépasse le risque minimal, il y aura une prise en charge, ce qui n'est pas le cas dans le Sud. Alors, peut-on se contenter, comme le proposait la version 2008 de la déclaration d'Helsinki, d'un devoir faible envers les pays du Sud, disant enfin, on ne peut quand même pas accueillir le monde entier, on ne peut quand même pas soigner le monde entier. Ce devoir envers l'autre, depuis 1964, n'est pas présenté comme un choix, mais comme une responsabilité morale dans la déclaration d'Helsinki. Et parce que c'est une déclaration, elle doit être maintenue dans son intégralité. Le devoir faible envers l'autre, qui réduit l'aide à impossible, qui ne perturbe pas mon calcul d'intérêt. Alors que c'est seule l'obligation forte envers le scandale de la vulnérabilité d'autrui qui donne un sens
inconditionnel à l'acte éthique, qu'il soit l'acte de soin ou l'acte de recherche. Et l'éthique précède la rationalité des intérêts et ne peut donc se contenter d'un weak duty. Alors, cela implique, dans la déclaration d'Helsinki, jusqu'à la dernière version de 2013, un conflit autour des standards de soins. La position universaliste exige que les soins disponibles dans les pays sponsors soient proposés aux pays hôtes, parce qu'elle part du principe que la disparité économique ne peut pas justifier les standards de soins minimaux lorsque les médicaments existent ailleurs, quitte à appliquer une discrimination positive, c'est-à-dire, et c'est un problème épistémologique en science. Un collègue tout à l'heure disait, oui, c'est de la science impure. Ben oui, l'éthique, c'est de la science impure. C'est-à-dire que c'est une remise en question du principe de neutralité rawlsien qui serait condition de la justice. Alors pour les placebos, dans les PVD, évidemment, il y a une dimension tout à fait problématique, parce que ça revient moins cher, et ça donne des résultats très significatifs, mais est-il éthique ou utile de tester des populations vulnérables avec des placebos? Est-ce une question mal posée? Certains chercheurs défendent la position selon laquelle cela se justifie, car ils font aussi bénéficier de traitements efficaces au moins 50% des participants. Mais la question, c'est à long terme. Quelles sont les résistances quand on parle du sida, par exemple? La justification n'est pas acceptable parce qu'on nous dit que les participants sont informés, qu'ils ont donné un consentement rationnel. Alors, si vous voyez les conditions des protocoles de consentement, même si on a fait des bandes dessinées au Congo pour expliquer le protocole, la question n'est pas là. La question est « je veux accéder aux soins ». Mieux vaut avoir une chance sur deux que pas de chance du tout. Cette rationalité est-elle suffisante pour donner une acceptabilité éthique aux recherches placebo dans des contextes de rareté? Alors, si on veut défendre le standard universel de soins, c'est-à-dire respecter le principe de justice et de bienveillance pour tous, maximiser les bénéfices et minimiser les risques pour tous, assurer l'équité maximale de l'accès aux soins tout en restant neutre face aux inégalités contextuelles, eh bien, on ne peut pas faire de bonne science. La justification des doubles standards ne me semble pas légitime car elle se définit en offrant aux participants à la recherche un standard local de soins, ce qui se résume souvent à une absence de soins. Alors, qui doit décider entre les deux modèles? Faut-il une forme de résistance éthique? Les médecins chercheurs locaux, qui sont aidés par leur pays, doivent développer les moyens de déterminer leurs propres critères de légitimité de standard des soins dans une perspective inclusive de la qualité de vie subjective. Et c'est ce que j'appelle une approche par capacité, parce que la vulnérabilité devient alors le levier de la capacité des acteurs locaux. Comment défendre alors en priorité les intérêts et les convictions sur la qualité de vie d'un groupe sans tomber dans l'écueil du relativisme culturel? C'est ce qu'on nous dit toujours. Alors pourquoi pas travailler avec des tradis praticiens, remettre en cause la cohérence de notre modèle scientifique? Et Peter Singer, qu'on accuse de beaucoup de choses, disait déjà en 1972 « Souffrir et mourir par manque de nourriture et de soins est un mal. » Point. Et la justice n'est pas la charité. Parce qu'une justice qui serait une charité serait maintenir et essentialiser la vulnérabilité des pays émergents. Donc la version 2000, comme celle de 2013, reste à mon sens encore trop paternaliste, car elle exclut au nom de la vulnérabilité et de la catégorisation de populations en groupes vulnérables les plus fragiles de cette participation à la recherche, accentuant l'injustice au nom de la bienveillance, tel qu'on peut le voir dans l'article 30. Et par rapport à l'exposé que nous avons eu tout à l'heure sur le groupe SIDA, il faut se rappeler tout de même que si les sidéens de San Francisco étaient un groupe vulnérable, il a fallu, pour leur donner une visibilité, ce magnifique kilt sur le... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expérience, enfin de cet événement plutôt, d'un kilt où les sidéens avaient brodé le nom de leur ami disparu pour donner une visibilité à la nécessité d'une recherche les plus vulnérables, ne pas les exclure de la recherche, ne pas exclure les enfants de la recherche.
Alors, comment réaliser cet idéal? L'idéal, c'est toujours le devoir-être, comme on nous a dit tout à l'heure. Si ce n'est en repensant le modèle du développement à partir d'une vision plus contextuelle de la qualité de vie que permet le standard de soins, en responsabilisant les politiques locaux, peut-être la chose la plus difficile, en assurant aux médecins formés à l'éthique de la recherche les conditions de réaliser les principes universels en contexte, c'est-à-dire en incluant par exemple l'anthropologie au cours d'éthique médicale. Alors, pour conclure rapidement, il est clair, comme l'a dit Alain Cordier, ce n'est pas à nous de définir la qualité de vie d'autrui, mais les doubles standards nous condamneraient à détruire la cohérence de nos principes et réduiraient l'éthique de la recherche à une farce, ce qu'elle est souvent pour les acteurs des pays du Sud, qui nous disent « mais comment voulez-vous que ces principes soient applicables chez nous? Donnez-nous d'abord les capacités d'application des principes et on voudra bien les appliquer. » Et ça, c'est un discours qui me semble essentiel. Et partant de cette reconnaissance de l'inadéquation de certaines dérégulations à nos partenaires du Sud, ce constat nous engage à réinventer ensemble, c'est-à-dire en co-responsabilité avec les partenaires du Sud, une politique de prévention et de soins à partir d'une confrontation des principes aux situations. Et seul ce processus me semble mériter le nom d'éthique globale. Je vous remercie.